ضيفتي صحفية كندية من أصل سوري لبناني، بتكتب مقالات بجريدة لابريس الكندية. مقالاتها فيها حس شاعري ونكهة أدبية. هالشي خلى هالمقالات تكون محببة ومفضلة بين القراء، وكمان كان سبب لتبلش تفكر بكتابة أولى رواياتها باللغة الفرنسية تحت عنوان منام، من إصدار دار بوريال عام 2019 مونريال. هالرواية حازت على إعجاب عدد كبير من النقاد والقراء. هالشي دفع أنه يتم ترجمتها لعدة لغات: إنجليزي، إسباني وعربي. هالرواية رح تكون موضوع حوارنا اليوم. الرواية ريما استوحتها من عائلة والدتها آل قرزيوان، وهن عائلة أرمنية من ماردين، نجت من مذابح سيفو عام 1915. واليوم حلقتنا استثنائيا رح تكون باللغة الفرنسية، حيث ضيفتي بترتاح بتحكي بهاللغة. مستمعينا، رحبوا معي بالصحفية الكندية ريما الخوري. بونسوار ريما. Bonsoir, مساء الخير. أهلين، مساء الخير. Bienvenue à الهوا السوري. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. ميرسي على العزيمة يا جاد. عنا نحكي على كتاب منام اللي بحكي كتير على كل الناس اللي بتركوا بلدهم، مجبورين يتركوا بلدهم اللي بحبوها. كنت بحب أسوي نتحدث بالعربي، بس يعني بركي Next time. next merci. time إن شاء الله. الست الجاية. قبل ما نبلش حوارنا، اسمحوا لي أعرفكم بضيفتي بكلمات. ضيفتي نشأت وربيت بكندا من أب فرنسي من أصل لبناني وأم سورية. درست الفن بجامعة كونكورديا ضمن مجال الفنون والأدب الليبرالي، ولاحقا عملت ماستر بالأدب المقارن بجامعة مونريال. وسنة 1998 بلشت تشتغل كصحفية وكاتبة بجريدة لابريس الكندية حتى وقتنا الحالي. لها عدة إصدارات مشتركة، وبالإضافة لرواية منام اللي هي إصدار فردي، لها إصدار تحت عنوان با أنفي d'être arabe، حيث جمعت فيه عدد كبير من مقالاتها. بنقدر نقول هو ملخص تجربة ريما بالعمل الصحفي، وأيضا نظرة البعض لها كونها من أصول عربية. حصلت ضيفتي على العديد من الجوائز والتكريمات، صعب أني أقولهم كلهم اليوم. Bonjour Rima. Comme un début et une question typique, c'était quoi la source d'inspiration? Euh, Comment c'est venu cette idée d'écrire cet roman, Manam? Écrire ce roman. Ben, en fait, moi, je suis journaliste depuis 25 ans, mais en fait, le journalisme, pour moi, c'était un accident de parcours, un bel accident. Mais j'ai étudié en littérature, j'ai une maîtrise en littérature comparée, et j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours voulu écrire, donc je le fais à travers le journalisme. Mais j'écris des chroniques. Donc, des chroniques, parfois, c'est des sujets très personnels, parfois. Et à la mort de ma grand-mère, de ma teta, j'ai écrit une chronique pour lui rendre hommage dans la presse. Et ça a été remarqué par le directeur des éditions du Boréal, qui m'a invité, en fait, à le rencontrer et m'a proposé de tirer un roman, en fait, de cette chronique. Il m'a dit, il semble qu'il y a là une idée d'un roman. Alors, c'était un peu... Moi, j'avais toujours voulu écrire. J'avais aussi cette idée-là derrière la tête, mais j'avais besoin d'une petite tape dans le dos pour le faire. Et donc, ça a été le début de cette quête-là. Et en même temps, tout ça est arrivé
c'était peu de temps avant le centenaire du génocide des Arméniens. Ah, ok, oui, Et c'est vrai. donc moi, pour le centenaire, je me suis replongée aussi dans une quête des origines de la famille, C'est vrai. l'histoire de la famille. Donc du côté de ma mère, ce sont des survivants du génocide des Arméniens, comme beaucoup de Syriens d'Alep le sont. Et c'est une histoire que je connaissais pas beaucoup et que je voulais reconstituer. Alors je suis aussi allée sur les traces de cette C'est histoire-là pour vrai. essayer de mieux la connaître, de mieux la comprendre, parce que c'était une histoire dont on ne parlait pas à la Souvent. maison. Oui, oui, oui. Dans le roman, tu as dit je me sens mélancolique avec sa jarre imaginaire. De quelle jarre Rima elle part? Et est-ce que tu as pu finalement briser cette jarre? Oui, cette histoire de la jarre. Donc, le roman commence avec un conte qui est donc l'histoire un jeune homme qui se sent mélancolique et qui dit qu'il sent qu'il a toujours une jarre sur la C'est tête, ça. mais évidemment, il y a rien sur sa tête. Et ses parents, ils sont désespérés, ils disent il faut faire quelque chose. Il l'emmène voir un médecin et il leur dit bon, je vais trouver une façon. Et ils font semblant de briser cette jarre et de la casser en 1000 morceaux. Et le patient repart libéré de cette mélancolie. C'est un conte que je trouvais très beau pour parler de toutes les histoires qu'on hérite, nous, donc moi je suis une fille d'immigrants, petite fille de survivants, je n'ai pas vécu toute cette histoire-là, mais il y a quand même toutes ces histoires qui nous hantent, qui font partie de notre bagage, Oui. et donc de passer à travers l'histoire pour se réapproprier ce bagage-là et aussi le raconter. Donc, ça fait que tout le monde le porte aussi avec nous. Même des gens qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas cette histoire-là, ils sont Ouais. aussi, ils sentent que c'est aussi ils ont envie de connaître cette histoire-là et c'est ça, de la porter avec nous. Intéressant. En lisant le roman aussi, ça m'a toujours fait penser au roman d'Amin Malouf, Origine. Et je sais que Amin, tu l'aimes beaucoup et ça touche beaucoup. Donc, dans ce roman, lui, il a parlé beaucoup de sa famille. Selon toi, est-ce que c'est important d'écrire l'histoire de nos propres familles? Est-ce que c'est un acte de sauver un héritage perdu? Ou bien c'est un rendre hommage et une fidélité pour nos ancêtres? Ben oui, ça me touche beaucoup que tu parles d'Amin Malouf parce que c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Moi aussi. J'adore tout ce qu'il écrit, toute sa réflexion, autant les romans que les essais. Oui, évidemment, c'est très important que ces histoires-là soient racontées, qu'elles soient connues, qu'on leur donne une voix, surtout que ce sont des histoires qui sont, si je prends l'histoire du génocide arménien, par exemple, donc moi, comme beaucoup d'autres, donc petits-enfants de survivants, mon grand-père, il a perdu son frère et son père qui ont été tués comme ça en 1915 juste parce qu'ils étaient arméniens. Donc, ils ont été tués pour rien. Cette histoire-là, elle était couverte de silence, à la fois par les survivants, pour qui c'était très douloureux, mais aussi par le gouvernement turc qui n'a jamais reconnu que cette histoire-là a existé. Ouais, jusqu'à maintenant. Donc, de la raconter, c'est pas juste... oui, c'est bien sûr, c'est d'abord de rendre hommage à tous ces gens, donc rendre hommage à ceux qui sont morts pour rien, rendre hommage à ceux qui ont survécu, qui ont résisté, qui ont reconstruit leur vie. C'était extrêmement difficile quand vous vivez une chose aussi atroce de repartir à zéro. Et puis à cause d'eux, on existe. Et grâce à eux, ils nous ont légué, moi je sens qu'ils m'ont légué leurs rêves, c'est grâce à leur courage, oui, que j'ai eu la chance
naître ici, de vivre en paix, de faire tous les choix, de choisir ce que je veux faire dans la vie, d'être journaliste, d'écrire et tout ça. C'est toutes des choses que j'aurais peut-être pas pu faire dans un autre contexte, dans un pays en guerre. Mais donc oui, c'est très important pour leur rendre hommage. C'est très important aussi parce que le génocide, la dernière étape d'un génocide, c'est le déni, de dire ça n'a pas existé. Alors, de faire en sorte que ces histoires existent, qu'elles soient écrites, c'est comme, tu sais, quand on va en Turquie, on cherche les traces du génocide des Arméniens, il n'y en a pas vraiment, tout est effacé, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas un endroit où on peut aller se recueillir. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Alors, le livre, les histoires, ça devient comme une façon symbolique d'aller poser, de ne pas oublier, de déposer des fleurs sur une tombe qui n'existe pas. Ouais. Que signifie Manam dans la vie de Rima et sa famille? Est-ce que c'est un endroit de paix, de joie, ou bien c'est un endroit de haine avec des mauvais souvenirs? Oui, donc le Manam, donc c'est le titre du roman que j'ai choisi. Donc comme tu le sais, Manam, ça veut dire songe en arabe, rêve. Et donc, dans le roman, ça a plusieurs significations. Manam, ça devient le lieu où Léa, la narratrice, donc, qui est une enseignante qui, à la mort de sa grand-mère, essaie de recomposer son histoire, de reconstruire son histoire dont elle ne sait rien. Donc, le lieu où elle se rend, on l'appelle Manam. Et pourquoi je l'ai appelé comme ça? Dans le roman, la narratrice dit la mémoire, c'est comme un pays en soi où ce qu'on croit fané, ce qu'on croit qui n'existe plus, vit encore. Et donc, l'image derrière ça, c'est de dire, OK, cette histoire-là, on a voulu l'effacer. Alors moi, je peux me la réapproprier, la raconter comme je l'ai vécu, comme ce qui m'a été transmis. Et dans le fond, qu'est-ce qui m'a été transmis? Oui, il y a eu une histoire d'horreur, mais ce que je retiens surtout, moi, comme petite fille de survivants, c'est plutôt, ils m'ont transmis leurs rêves, parce dans cette situation-là, ils ont voulu continuer à voir, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vivre en paix, pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent vivre en paix. Et donc, c'est pour ça que le mot rêve, pour moi, c'était la meilleure façon d'illustrer donc cette mémoire qu'on peut reconstruire après, en réfléchissant à ce qu'on a hérité d'une telle histoire, d'une histoire aussi tragique d'une certaine façon. Wow, intéressant. Je sais aussi que tu as visité la Turquie. Vous avez déjà mentionné ça avant d'écrire ce roman. Un peu, ça t'a aidé pour tracer les origines. Qu'est-ce que ça a changé chez Rima après la visite de la Turquie, mais aussi durant la lecture, ça m'a touché. Une phrase que tu as dit. Peur de trahir mes ancêtres, peur de serrer la main d'un pays assassin, peur de lui pardonner, peur de lui aimer aussi. Pourquoi tu as eu ce sentiment de trahir tes ancêtres? Mais j'ai pas eu ce sentiment de trahir mes ancêtres en allant sur les traces de leur histoire en Turquie. Ceux qui ont trahi mes ancêtres, donc c'est ceux qui, les génocidaires, qui ont décidé que ces gens-là, parce qu'ils étaient arméniens, ils n'étaient pas des humains et on devait les exterminer. Et c'est ceux qui ne reconnaissent pas aujourd'hui que ça existait. Mais quand on va en Turquie, en fait, moi, ce que je trouve important de rappeler, c'est qu'il faut faire la distinction entre le peuple et le gouvernement. Quand on rencontre les gens dans la région, dans le sud, en Anatolie, dans le sud de la Turquie, là où ont lieu les massacres, l'histoire, les gens, ils la connaissent, ils la reconnaissent et ils sont prêts à, même si c'est leurs grands-parents, arrière-grands-parents qui ont commis les massacres, il y a une reconnaissance de cette histoire-là. Il y a un travail de mémoire qui a été fait dans la société. Et donc,
souvent les populations sont plus avancées que les Wow. gouvernements. Le gouvernement dit ça n'a jamais existé, mais les gens savent, leur grand-mère leur a raconté, leur Ouais. arrière-grand-mère. Souvent, aussi, ce qui était très intéressant dans le sud de la Turquie, c'est que beaucoup, en fait, ont découvert sur le tard des C'est ça. Kurdes que finalement, ben, ils sont arméniens, Ouais, ils ont de été, quelque part. Ouais, c'est ouais. ça, ils ont été adoptés, C'est- kidnappés. Donc, finalement, on réalise qu'on est tous les mêmes. Je veux dire, il y a des politiciens qui divisent les gens, eux, nous, mais ensuite, je veux dire, les humains, c'est des humains C'est ça. Tous et des donc, frères dans l'humanité. Et tous j'imagine, frères, oui, ouais, c'est ouais. ça. Et on n'est pas, c'est pas parce qu'on est un descendant de bourreaux qu'on est nous-mêmes un bourreau. Et donc, la paix est possible je pense, à hauteur d'humain, la paix est possible. Après, avec les gouvernements, ça se Ouais, complique. ouais, ouais. Et je pense si un Arménien ou bien un Turc on fait un test d'ADN, sûrement chacun il va avoir des gènes de soit des Turcs, soit arméniennes, des gènes qui se mélangent. Mais oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Aussi, tu as dit quelque chose qui m'a aussi un peu touché. Les fantômes du passé hantent nos gènes, même si on ignore leur existence. Un génocide creuse des lignes de faille sur plusieurs générations. T'as eu, toi, des lignes creusées dans tes gènes de ce génocide? Oui, c'est une question très intéressante, mais c'est en fait, j'ai écrit ça parce qu'il y a beaucoup en fait des études en psychologie qui parlent du traumatisme intergénérationnel. Donc même si toi tu n'as pas vécu quelque chose, c'est tes parents, tes grands-parents ont vécu quelque chose, ça peut être transmis. Mais là, je suis pas spécialiste de ces questions-là. Ça serait intéressant d'inviter un psychologue qui pourrait nous en parler. Mais moi, si je pense à ce qui m'a été légué, je pense pas qu'il y a des traces dans mes gènes, mais il y a des traces, je dirais, dans ma conscience. Je crois que chez moi, il y a cette histoire-là de vraiment explorer cette question-là. Ça a fait en sorte que j'ai une conscience, une éveil de conscience par rapport à toutes ces questions où on divise justement les gens, tous les discours de haine qui sont tellement répandus aujourd'hui. Je suis allergique à ça parce que un jour c'est contre les Arméniens, un autre jour c'est contre les Kurdes, contre les Palestiniens, contre les Juifs. Je veux dire, on est toujours, ces discours-là, ils sont partout. Et donc, c'est ce que l'enseignement qui m'a été légué, ce que je retiens comme leçon de ça, c'est cette espèce de, c'est un désir de, un désir de paix et aussi un désir de toujours s'opposer quand on entend ces discours-là, de jamais laisser passer parce que ça commence jamais avec des crimes atroces, ça commence toujours avec des petites choses, des simples paroles, du racisme ordinaire. Ouais. Et il faut faire très attention parce que ces discours-là, ça peut dégénérer. Malheureusement, oui, oui. Et sur cette question, il y a maintenant sur Netflix une série turque. Malheureusement, j'ai oublié le nom exactement, c'est en Turquie, mais ça parle ça sur les gènes et ce qu'on peut hériter de nos ancêtres et que ça peut affecter notre vie actuelle. Oui, j'aimerais beaucoup voir ça. Tu me diras ce que ouais, c'est. Ouais. Et je pense qu'il était filmé dans le sud-ouest de la Turquie. Fort intéressant. Je vais regarder ça, c'est sûr. Oui. Vraiment, oui. Je t'encourage. Est-ce qu'il y a des nouveaux romans? Où est-ce que rendu le projet littéraire dans la vie de Rima? En fait, j'ai été très surprise par le succès qu'a eu Manam, je dois dire. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que cette histoire allait intéresser autant de gens, allait toucher autant les gens. Et donc, j'étais surprise aussi que ça a été en lice pour des prix littéraires. Ça a été la traduction en anglais qui a été en lice pour un prix important. Ça a été traduit en espagnol. Ça m'a amené en Espagne, en tournée en Espagne, à la rencontre des lecteurs là-bas.
au Salon du Livre du Maroc, des lecteurs arabophones aussi. Et donc, c'était une très belle aventure que l'histoire de ce roman-là. Même là, ça fait 5 ans qu'il est publié. Il y a aussi une traduction en arabe qui est sortie récemment. Donc, ça vous donne de l'encouragement. Donc, oui, puis je reçois beaucoup de commentaires de lecteurs, même des années plus tard. Donc, qui encore des gens qui continuent à le lire et qui m'écrivent et qui même s'ils ne sont pas eux-mêmes syriens ou arméniens, ça les a touchés. Il est inspirant. Et aussi, il y a... Quand on parle de la Syrie ou du Moyen-Orient, c'est toujours pour des... On parle toujours de la guerre. Il y a une image qui est celle des mauvaises nouvelles qui existent, qui sont là, mais on oublie souvent tout le reste. Et dans ce roman-là, dans mon âme, c'est aussi un hommage à... Parce qu'il est question, donc moi, ma famille, une fois qu'ils ont quitté la Turquie, ils ont reconstruit leur vie en Syrie. Et donc, il y a tout un hommage aussi à la culture syrienne qui, avec ces dernières années, a été avec la guerre et tout. On a aussi cette image que la Syrie, le Moyen-Orient, c'est juste la guerre. Mais c'est aussi une culture, c'est aussi de la littérature, c'est aussi des poèmes, de la musique, des pâtisseries. Tout ça, c'est important de raconter que... Comment elle était. Ça donne une beau image de la Syrie. Oui, mais je veux dire, on oublie que quand on est loin, quand on ne connaît pas cette réalité, on oublie que c'est des humains avec avec aussi de belles choses. Donc, tout ça pour dire que, oui, j'aimerais... Le succès de ce livre-là, le fait que ça a touché les gens, je me suis dit... Ça m'a encouragée à travailler sur un autre projet. Donc, il y aura un deuxième roman, Inch'Allah. Et ça me fera plaisir de venir vous en parler. Avec plaisir, on sera vraiment ravis. Et je souhaite tout le meilleur et tout le succès. Malheureusement, notre entrevue vient d'arriver à sa fin. Je vous remercie beaucoup, Rima, d'accepter cette invitation et que vous soyez parmi nous, notre invité à Al-Hawa Souri. Est-ce qu'il y a un mot pour tous nos auditeurs arabes, syriens, que vous voulez leur adresser? Je voulais leur dire merci, merci d'être là. Et puis aussi, moi, certains sont arrivés depuis peu de temps. Moi, je suis née ici et je voulais dire que ça vaut la peine, tous les sacrifices. C'est pas nécessairement facile pour les premières générations. J'ai vu en voyant mes parents, mes grands-parents, mais ces sacrifices valent la peine parce que si vos enfants, vos petits-enfants vont ici, ils ont toutes les chances sont possibles. Donc, je vais leur envoyer ce message de courage. Merci beaucoup. مستمعينا، فقرتنا وصلت لختامها. بشكركم لوفائكم، على أمل تكون عجبتكم هالحلقة وكانت فرصة لنتعرف سوا على صحفية من أصول سورية ولبنانية، وهي فخر للجالية العربية، وبمقالاتها قدرت تنقل صوت الجالية للغرب. شكرا لوفائكم.